Bonjour à toutes et tous, juste un mot rapide avant l'épisode pour dire que, comme c'est précisé au début de la discussion, on l'a enregistré lundi en début d'après-midi et que donc évidemment de manière qui n'est pas sans précédent. 2 heures après qu'on ait coupé les micros, il y a eu la salve iranienne sur la base américaine d'Al Udeid de Qatar. Alors c'est pertinent parce que dans toute une partie de l'émission, on envisageait les moyens d'action possibles pour les Iraniens et aussi pour les Américains à ce stade, et donc aussi contre-intuitif que ça puisse paraître quand on parle d'une salve de missiles balistiques, c'était manifestement un moyen de réponse relativement mesuré et désescalatoire de la part des Iraniens, qui prend tout son sens avec l'information qu'on vient par ailleurs d'avoir, alors que j'étais sur le point d'enregistrer cet addendum à l'épisode, à savoir Donald Trump qui annonce donc un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. Donc, si c'est confirmé, je vous cache pas que je vais pas me faire une nuit blanche pour vérifier ça, mais si tout ça tient, ça a évidemment pas mal de sens dans la séquence, avec donc cette représailles iranienne de l'après-midi pour dire qu'ils ont fait quelque chose, mais de manière à ne pas faire de dégâts majeurs, notamment parce qu'ils avaient apparemment prévenu en avance, un peu à l'image de leurs attaques déjà en 2020 contre les bases américaines en Irak. À l'époque, c'était après l'assassinat du général Soleimani. Donc voilà, réponse histoire de dire, qui n'empêche pas et qui même sans doute permet sur un plan intérieur la conclusion d'un cessez-le-feu. Après, on aura le temps d'y réfléchir, mais je sais pas ce que ça résout tellement, puisqu'on voit pas tellement d'accord sur le nucléaire iranien transparaître, et que, comme on le dit dans l'épisode, il est pas impossible qu'il y ait un bon paquet d'uranium enrichi qui se balade quelque part en Iran, mais ça permet en tout cas à Donald Trump ce brin de lyrisme, où il dit dans son tweet, ou son trousse, à la fois God bless Israel, God bless the United States of America et God bless Iran dans la même phrase, ce qui n'est pas banal et montre le chemin parcouru entre il y a quelques jours où il menaçait l'Iran d'annihilation totale et désormais God bless Iran aussi. Voilà, dans tous les cas, on aura le temps d'interroger les conséquences régionales de tout ça à moyen et à long terme, mais avant ça, on va se pencher un peu sur les contours concrets de ce qui restera, quoi qu'il arrive, l'un des grands jalons militaires de cette guerre, à savoir les frappes américaines du week-end dernier sur le complexe militaire iranien. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Aujourd'hui, encore pour un nouvel épisode de Zone d'opération qui n'est pas le week-end, d'ailleurs de plus en plus c'était le vendredi, mais là on le fait le mardi parce que c'est évidemment un peu sensible à l'actualité du moment avec Joseph Enrotin, rédacteur en chef du magazine DSI, Défense et Sécurité Internationale. Bonjour Joseph. Bonjour Alexandre. Parce que, évidemment, depuis quelques heures, quelques jours, ça évolue assez vite, même depuis le dernier épisode sur Israël et l'Iran que j'ai diffusé vendredi. Bon, bah évidemment, j'avais senti que c'était possible, mais évidemment, ça s'est produit. Les États-Unis sont entrés dans la danse, donc dans la nuit de samedi à dimanche, avec un certain nombre de frappes. Les frappes que tout le monde attendait depuis bientôt 15 ans, avec les MOP, les GBU-57, ces bombes pénétratrices qui ont été larguées par littéralement douzaines sur le site de Fordo, aussi sur le site de Natanz, avec cette manœuvre supposée complexe des B-2, les bombardiers furtifs américains qui seraient donc partis du Missouri, qui auraient fait une diversion pour certains faisant semblant d'aller dans le Pacifique à Guam, alors qu'en fait d'autres partaient en Iran pour bombarder ces sites nucléaires, avec ce léger paradoxe qu'on ne sait pas très bien pourquoi ils avaient tant besoin de se cacher, puisque les B-2, a priori, personne n'est tellement capable de les taper, et certainement pas les Iraniens, qui ont déjà une incapacité totale à protéger leur propre espace aérien, mais bon, c'était manifestement une manœuvre intéressante. Et ils l'ont réussi. Mentionnons que c'est une attaque combinée aussi. Alors, je fais un peu l'événementiel, mais parce qu'il y a un sous-marin américain qui a lâché quelques missiles Tomahawk aussi sur un site vers Ispahan. Pourquoi personne ne sait à l'heure actuelle. Peut-être pour montrer qu'ils peuvent le faire, peut-être que ça avait un intérêt stratégique plus manifeste. Bon, voilà, là j'ai fait l'essentiel avec cet addendum que les Israéliens ont évidemment continué ensuite. Les Iraniens ont fait quelques salves de missiles balistiques sur Israël, donc quelques missiles ont tapé. Là on enregistre donc lundi 23 juin en début d'après-midi.
les Israéliens viennent d'essayer de taper de frapper, on m'a fait remarquer que j'utilisais un peu trop le terme taper, de frapper quelques sites importants dans Téhéran, notamment la prison d'Evin, qui est une prison assez centrale pour le dispositif de pouvoir de la République islamique. Voilà, là j'ai fait l'événementiel à très gros traits. Peut-être dites-nous, Joseph, qu'est-ce qui vous a frappé dans cette attaque et qu'est-ce qui vous intéresse sur ce que les États-Unis ont fait, ce que ça vaut et comment ça peut avoir marché. Voilà, alors effectivement, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choses à dire. Alors moi, ce qui m'a «frappé» entre guillemets, c'est effectivement cette manœuvre dont il n'était pas besoin, cette manœuvre de diversion dont il n'y avait pas fondamentalement, besoin. Il peut peut-être répondre à des contraintes d'ordre politique intérieures aux États-Unis, hein. On sait bien qu'au sein du parti, conservateur, bah, déjà à la base, il y a plusieurs tendances. Au sein des MAGA, pro-Trump, bah, finalement, il y a ce côté, oui, mais Trump dit qu'il faut donner 15 jours, etc. Il ne les respecte pas. Voilà, il fait pression, mais sans faire pression. Puis finalement, il tape. Donc voilà, il y a une espèce il y a une espèce de vision un peu à la petite semaine qui se joue. Avec donc cette possible contrainte politique intérieure qui reprend cette nuit-ci, hein, donc la nuit du 22 au 23, donc la deuxième nuit finalement, la première nuit après celle des frappes, ben, on n'a plus vu les Américains frapper. Donc jusqu'où va leur engagement finalement? Donc ça c'est quelque chose qui me pose question, mais en sachant que Trump dans le même temps a expliqué que bah, finalement un changement de régime en Iran, ça pourrait être une bonne chose, etc. Donc on ne sait pas finalement très très bien vers quoi les Américains vont. Au plan technique, évidemment, il y a les performances de la GBU 57 sur une installation Fordo qui est extrêmement enterrée, hein, sous la montagne, avec littéralement des dizaines de mètres de roc. Alors bon, sur les photos satellites qui sont arrivées assez rapidement finalement, hein, là aussi on voit la puissance du spatial commercial finalement, du spatial civil. Ben, on voit bien qu'il y a 3 points, enfin qu'il y a des points d'entrée, a priori pour chaque point d'entrée 2 bombes. Bon. Quels dégâts ont-ils fait à l'intérieur? Bonne question. Natanz rebelote, hein, pour quels dégâts exactement? Les 30 missiles Tomahawk, bah, comme vous le dites, finalement on voit pas très très bien, parce que finalement Ispahan avait déjà été tapé, hein, avait déjà été frappé. Et les missiles Tomahawk en tant que tels n'ont pas particulièrement de capacité bunker busting. Donc pourquoi? Si ce n'est peut-être d'un point de vue là aussi politique, montrer qu'on va un peu au-delà de l'emploi des bombardiers, qu'on est prêt, que la marine est là, qu'elle fait pression quelque part, qu'elle continue à rôder si vous voulez, hein. Donc c'est une façon aussi c'est aussi une manœuvre déclaratoire. Le déclaratoire et l'opérationnel ne sont jamais à séparer en fait, hein. L'action militaire porte en elle son propre message quelque part. Peut-être aussi pour des contraintes. Et ça s'est déjà vu finalement, hein, et notamment au moment de l'affaire des otages à Téhéran, du fait que chaque armée veut être présente, chaque service américain veut être présent, et participer quelque part aux opérations. Donc ça, l'avenir le dira. Et puis évidemment, il y a cette question bah, qu'on avait déjà évoquée, hein, de l'ambivalence finalement des objectifs. Quel est in fine l'état final recherché par Israël, hein, qui mène globalement le gros des opérations. Un dernier point également qui est allié à cette histoire de diversion, c'est, semble-t-il, les Américains auraient fait passer des messages, etc., aux Iraniens. Effectivement, on a des photos satellites où on voit qu'il y a des rangées de camions devant Fordo avant l'attaque. Alors, bah, où est passé l'uranium quelque part? Bon, voilà, on peut poser l'hypothèse que ce soit de l'uranium enrichi qui ait été dégagé. Où Avec est-il ce passé? truc très intéressant qui est, on en parlait dans l'épisode de la semaine dernière avec Farid Vaïd et Amélie Ferret, mais qui est que tout le monde se focalise sur cette GBU 57 et par là, enfin à travers elle, sur la toute-puissance absolue des Américains depuis maintenant des années. Hein, ça fait des années qu'on dit que seuls les Américains peuvent détruire le programme nucléaire iranien. On le répète quand même beaucoup depuis quelques jours, se pose quand même la question de, même s'ils ne les avaient pas prévenus, qu'est-ce qu'on attendait exactement, enfin, comme si les Iraniens n'avaient pas Internet, n'avaient pas de moyens de communication et n'avaient aucun moyen de savoir que eux aussi, que la GBU 57 pouvait peut-être, d'ailleurs c'est encore à prouver, hein, détruire une partie ou tout du site de Fordo. Enfin, je veux dire, si quelqu'un, n'importe quel stratège à moitié câblé aurait déjà réparti les choses, aurait commencé à évacuer, se serait assuré d'avoir en tout cas
pas une vulnérabilité totale à cette GBU 57. Et pourtant, depuis des mois, tout le monde évolue dans la fiction que dès qu'ils la lâcheront, ce sera fini du programme nucléaire iranien. Donc c'est quand même tout à fait frappant. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Trump et ce qu'ont dit une bonne partie d'officiels américains, que le problème nucléaire iranien était absolument terminé. Je rappelle que selon les rapports de l'AIEA, ils avaient quand même 400 kilos d'uranium enrichi à 60%. Ça fait, je crois que ça fait 20 bombes à peu près. Bon, c'est pas la fin, enfin, personne ne sait ce qu'ils en ont fait et si cet uranium est parti dans les camions, mais il serait quand même improbable que tout ait péri dans le bombardement, d'autant que je crois que l'AIEA a déclaré qu'il n'y avait pas de radiation particulièrement mesurée, ce qui indiquerait bien que soit ça n'a pas fait boum au bon endroit, soit il n'y avait plus grand-chose de radioactif là où ça a fait boum. Voilà, oui, tout à fait. Il y a cette question de l'effet intérieur, parce qu'effectivement, percer la roche, c'est bien, mais en dessous, il y a un complexe avec des salles, etc. Bah, évidemment, les Iraniens, comme vous le dites, ont lu la littérature. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a une réflexion américaine sur les armes bunker buster, en fait, qui est légèrement préalable, en fait, à Tempête du désert, 91, parce que les Irakiens, à ce moment-là, ont des installations qui sont déjà enterrées. Alors, évidemment, pas avec, on va dire, pas avec des profondeurs similaires à celles qu'on voit en Iran, mais il y a déjà des réflexions qui se font. On dit, bah voilà, on va prendre un tube d'artillerie de 155, on va le lester de métal à l'intérieur, ça va créer une espèce de pénétrateur qui permettra d'aller plus ou moins profond, etc. Et en l'occurrence, cette thématique de l'armement bunker aussi, en tout cas dans la littérature en puissance aérienne, elle prend en densité, si vous voulez, elle commence à prendre véritablement en volume début des années 2000 par rapport à la question afghane, hein, la question des grottes dans lesquelles les talibans, Ben Laden, etc. seraient réfugiés. Et puis petit à petit, c'est la question iranienne qui prend le relais. La question chinoise aussi, avec un certain nombre d'installations qui sont quand même bien protégées. Mais donc effectivement, pour celui qui se place dans la position cette fois-ci du défenseur, il est évident que les Américains travaillent dessus. Il y a pas mal de données techniques qui sont là. Il y a des équations qu'on peut trouver, etc., sur la pénétrabilité, je sais pas si on peut s'exprimer ainsi, des armes en fonction des types de matériaux, ce genre de choses. Et donc, il serait complètement déraisonnable de penser que les Iraniens n'ont pas pensé à ça. Et le choix même de Fordo est en soi une signature quelque part du fait que, oui, ils y ont réfléchi et sans doute construit l'intérieur du complexe. Je sais pas moi, avec des couloirs en chicane, etc. pour les effets de souffle, avec un certain nombre de dispositifs de portes blindées, ce genre de trucs. Là aussi, il y a quand même une expertise qui était disponible, je pense, aux pays d'ex-Union de l'ex-Union soviétique, simplement parce qu'à la fin de la guerre froide, il y a quand même pas mal de gens qui ont conçu des bunkers, qui ont conçu ce genre de choses, voilà, qui se sont retrouvés sur le marché. Et donc, on n'imagine pas effectivement les Iraniens ne pas avoir pris en compte ces aspects-là. En fait, ce qui est très marrant, c'est qu'on retrouve enfin marrant, façon de parler, on s'entend bien, mais la dialectique entre le solide et le fluide, c'est-à-dire que fondamentalement, la puissance aérienne, elle produit ses effets dans ce qu'on appelle les opérations d'interface, hein. On utilise la verticalité, la troisième dimension, pour produire des effets sur le solide. Là, on est vraiment dans l'analogie, c'est-à-dire que l'aérien doit produire des effets dans l'ultra solide, dans la roche, littéralement, et le solide est plutôt, et par nature, quelque part, les environnements terrestres sont ceux où la défensive prend un peu le pas. Et ou en tout cas constitue, voilà, suivant l'acception clausewitzienne, hein, la forme la plus importante de guerre, parce que finalement elle permet de fatiguer et puis de passer ensuite à la contre-attaque. Bon. Ce qui est intéressant ici sur Fordo, c'est que finalement on a une concrétisation, on a à la fois le summum quelque part de la bunker buster américaine, hein, le summum de l'espace fluide, hein, porté sur bombardier qui part depuis les États-Unis, traverse la moitié du monde, et puis quelque part le summum aussi de la défensive avec un enterrement du dispositif sous des profondeurs absolument considérables. On peut mentionner, c'est intéressant de s'attarder sur cette GBU 57 qui a été, qui est apparemment un prodige de technologie, dont une seule était censée quand même pouvoir pénétrer jusqu'à 60 mètres, voire plus, avec une modification.
On peut dire que même les Américains, ils avaient l'air modérément confiants parce qu'ils en ont balancé 12. Hein. Mhm. 12, ça fait beaucoup et ça rappelle, alors c'est pas tout à fait les Israéliens qui tapent Nasrallah avec, je crois que c'était 80 80. bunker busters, alors pas les mêmes mais plus faibles, mais quand même des bunker busters. Voilà, on est confiant dans la Wunderwaffen, dans l'arme miracle, mais modérément, du coup on va en utiliser quand même une douzaine alors qu'ils en produisent vraisemblablement pas plus de quelques unités, quelques dizaines peut-être par an, quoi. Au dernier comptage, en fait, manifestement, il y avait une première commande d'une vingtaine d'unités qui avait été effectuée il y a déjà un certain temps. Et ils avaient décidé de lancer la production, en fait, par comment dirais-je, par une usine en fait de l'US Army. Hein. La production de munitions opère suivant un modèle un peu hybride aux États-Unis. L'usine appartient, si vous voulez, à l'US Army, mais est opérée par des firmes privées de défense. Et en l'occurrence, ils envisageaient d'en avoir 7 ou 8 par mois à partir de novembre dernier. Donc les stocks ne sont pas non plus phénoménaux, quoi. Et puis au-delà de ça, évidemment, je pense que le fait de dire, voilà, on en met 12, là aussi c'est du déclaratoire, c'est regardez, on a mis le paquet, maintenant vous avez intérêt à négocier quelque part, on a mis le paquet et en l'occurrence, ce qui permet d'avoir aussi cette rhétorique de Fordo qui aurait été oblitérée entre guillemets, hein, si on reprend les termes qui ont été ou anéantis, et ce qui reste très largement à démontrer. Maintenant, c'est vrai que si j'étais planificateur américain, j'aurais quand même accès à des renseignements, je pense, auxquels on n'a pas nous accès. Et je pense qu'effectivement, je m'inquiéterais quand même un peu de la capacité à effectivement pénétrer. Hein, quand on dit 60 mètres, finalement, c'est une roche un peu générique. Reste à voir précisément le type de roche. Voilà, il y avait un certain nombre de commentateurs qui disaient non mais si ça passe sur de la craie par exemple, bah, vous êtes parti jusqu'à 80, 90 mètres de profondeur. Bah, si vous tombez sur du granit, bah là tout de suite ça va être autre chose. Voilà, donc si j'avais été planificateur américain en charge de commencer à réfléchir à détruire Fordo, effectivement, moi j'aurais pas nécessairement été complètement à l'aise, même avec une arme comme la GBU 57. Avec cette, vous le disiez tout à l'heure, mais c'est de la démonstration de puissance, c'est aussi du déclaratoire, et avec ça va la diffusion de photos instantanément. On a vu Donald Trump avec sa casquette MAGA en Situation Room avec tout le monde. C'était hyper intéressant ce photo-op, parce que évidemment ça avait l'air d'une mauvaise farce de l'élimination de Ben Laden sous Obama, avec cette photo qui avait mis d'ailleurs beaucoup plus de temps à sortir à l'époque. Hein. Oui. C'est signe que c'était pas, mais bon, ils ont voulu faire la même chose. On sait que Trump est structurellement obsédé par Obama et par le fait d'avoir le prix Nobel de la paix pareil, donc très bien, tout ça est très cohérent, mais c'est très intéressant de voir, bon, il a l'air toujours un peu idiot engoncé dans son costume avec sa casquette, mais qu'il y avait tout le monde autour. On a les photos, les quelques photos montraient J.D. Vance, montraient le chef d'état-major des armées, l'ancien pilote de chasse, réserviste d'ailleurs, dont les compétences étaient légèrement discutables, mais qui fait des gestes intéressants avec ses doigts là, pour sans doute mimer un raid de bombardier. Et puis Texas qu'on voit à peu près, on remarquait l'absence de Tulsi Gabbard, la directrice du renseignement, qui avait déclaré il y a quelques mois quand même que l'Iran n'avait pas de programme nucléaire. Enfin bon, autant de choses qui sont tout à fait intéressantes, mais qui montrent bien que tout ça est à mettre en cohérence avec le fait qu'ils disent on en a balancé 12, etc., c'est terminé. On a l'impression que c'est plus de la politique intérieure et extérieure qu'un BDA, donc un Battle Damage Assessment, réaliste ou précis ou crédible pour l'ensemble des observateurs, notamment internationaux. Oui, tout à fait. Et finalement, on en revient toujours à une constante quelque part des opérations militaires et de l'analyse stratégique, c'est que des actions de nature tactique, hein, à un moment donné, voilà, il faut passer à l'action, conduire la mission. En fait, des actions de nature tactique ne produisent pas nécessairement en soi des effets stratégiques. Pour ça, il faut déjà un objectif qui soit clair. Alors, si c'est pour communiquer, dire, bah regardez, on a tapé, bon, ok, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, il faut pas venir derrière, de la part de Donald Trump, venir expliquer qu'un changement de régime, etc., ce serait finalement une bonne idée, etc., etc. Parce qu'évidemment, les moyens à déployer à ce moment-là comment dirais-je, les modes d'action ne sont évidemment pas les mêmes.
Et donc, il y a une vraie question qui est là derrière, qui est le fait de l'hubris technologique quelque part, hein. Bah, voilà, c'était le sujet de ma thèse. Et à un moment donné, est-ce que le sentiment d'une grande puissance militaire par l'intermédiaire technologique, quelque part, ne fait pas tourner la tête des décideurs en pensant que, du coup, automatiquement, cette puissance technologique se traduirait par la concrétisation des faits stratégiques. C'est un peu Donald Rumsfeld, un peu avant la guerre de 2003 en Irak, voilà, qui se fait présenter les plans, et bon, les généraux américains disent, bah, voilà, il faut envahir l'Irak, mais après, il faut le stabiliser, etc. Et Rumsfeld commente en disant, mais non, vous ne comprenez rien, vous avez les pieds plantés dans la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui notre technologie nous permet de faire bien d'autres choses, 150 000 hommes suffiront largement. Voilà, on a vu ce qu'il en était. Et donc on peut se demander s'il n'y a pas une réminiscence de cet aspect-là, en disant, bah, finalement, bah, voilà, 12 bombes, enfin 14 bombes GBU 57, 7 B2 suffiront amplement finalement à décapiter quelque part le programme nucléaire iranien. En réalité, quand vous regardez la complexité d'un programme pareil, c'est pas que des installations, a fortiori protégées, c'est aussi des savoir-faire, c'est aussi des personnels, hein. On rejoint la vieille thématique chère à mon cœur du Dorez, mais il n'y a pas que l'équipement en fait, hein. Il y a également les ressources humaines, il y a également le soutien, il y a également toutes ces choses-là, et ça vaut également finalement pour un programme de recherche nucléaire. Et là, on a vu que les Israéliens, quelque part, ont déjà ouvert un peu la voie, parce que bah, dès les premiers jours de leur opération de Rising Lion, ils ont cherché à éliminer un certain nombre de scientifiques iraniens très proches du programme nucléaire, etc. Maintenant, est-ce que ça suffit? C'est une bonne question. Et c'est une question, mais alors je vais vous interroger, c'était une partie, on en discutait vendredi dernier avec Amélie et Farid, mais c'est une question intéressante, qui est la question de la puissance aérienne et des limites de la puissance aérienne. C'est quelque chose sur lequel vous avez publié notamment un gros bouquin sur le pouvoir de la puissance aérienne, et qui reprend des débats, je l'ai déjà signalé, mais qui sont très canoniques, notamment entre Robert Pape, qui a publié un papier dans Foreign Affairs récemment pour dire que les Israéliens n'allaient nulle part avec leur bombardement, je crois que ça s'appelle la guerre futile d'Israël, en Iran, contre Warden, qui est présenté comme l'incarnation de cette idée qu'avec des bombardements bien ciblés, on peut déséquilibrer un régime, voire provoquer un changement politique. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, on a un peu l'impression, je l'ai déjà dit, mais que Netanyahou est un peu coincé dans cette mentalité un peu figée dans le temps de fin 20e, début 21e siècle, de cette peut-être fascination pour la technologie, et en tout cas pour le pouvoir de la puissance aérienne, qui après tout n'a pas mal servi Israël depuis quelques mois, voire quelques années. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un débat qui est extrêmement théorique, mais il y a une nouvelle pièce au dossier qui est en train de s'ajouter devant nos yeux, là. Tout à fait. Alors, je pense que Warden, en l'occurrence, il faut le replacer aussi dans son contexte. Warden, quand il travaille sur l'ennemi comme système, hein, le titre d'en fait de son mémoire, hein, c'est un mémoire de. Juste, je vais préciser, c'est un colonel Oui. de l'Air Force qui a une carrière tout à fait très compliquée, mais qui a été représenté, à tort ou à raison, comme un des théoriciens de la guerre de 91 en Irak, et notamment de la capacité de désorganiser le régime de Saddam par des frappes ciblées pour désorganiser l'état-major de Saddam Hussein. La première guerre du Golfe a été présentée comme un triomphe théorique de Warden. Quand on regarde de plus près, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, voilà, c'est l'idée qu'avec des frappes ciblées, on peut désorganiser le système ennemi et provoquer un effondrement. Alors, provoquer un effondrement ou préfère Warden une paralysie en fait du système adverse. Et effectivement, en fait, quand Warden réfléchit à son concept, donc au moment de faire son mémoire d'école de guerre, hein, au départ c'est son mémoire d'école de guerre, il se pose la question de savoir comment l'URSS pourrait-elle être défaite par la puissance conventionnelle des États-Unis. Donc sans monter, hein, donc on est en pleine guerre froide, en fin des années 80, plus tout à fait le cœur de la guerre froide, mais en tout cas on est toujours en guerre froide, et donc sans en arriver évidemment à l'option nucléaire avec tout ce que ça comporte comme aléa. Et donc Warden va réfléchir le fameux modèle des 5 cercles, etc., qui permet d'isoler finalement, d'écrire l'anatomie de l'adversaire, d'un adversaire d'ailleurs régulier comme irrégulier, avec des logiques de centre de gravité interne, etc. Chaque cercle qui peut être lui-même redécoupé en cercles, c'est assez particulier. Mais Warden imagine d'abord par rapport à l'Union soviétique.
Et donc, en fait, attention aux abus de déclinaison théorique, quelque part, de Warden. Moi, je l'ai rencontré, en fait, en 2015, si je dis pas de bêtises, à Washington. Donc, on a discuté un petit peu, et il disait, mais bon, moi, mon idée, c'était de paralyser, quelque part, l'Union soviétique, et puis, quelque part, sachant qu'il y avait des tensions intérieures, ben, la puissance aérienne, c'était un petit peu l'effet d'une canne de billard, si vous voulez, sur les boules, et les boules partiraient les unes dans les autres. L'idée, c'était de démanteler l'Union soviétique, tout simplement, paralyser, et puis elle allait s'organiser d'elle-même. Donc la question de la suite des opérations aériennes se posait moins, quelque part, que celle de la conduite des opérations aériennes elles-mêmes. Alors évidemment, quand on transpose cette vision-là, bah, que ce soit à l'Irak en 2003, que ce soit à l'Iran aujourd'hui, évidemment que ça pose la question de la continuité gouvernementale. Warden avait quelque part résolu la situation en disant, bah voilà, on va mettre l'État sur pause, on va mettre l'adversaire sur pause, et comme ça, j'élimine, si vous voulez, la partie de l'équation liée à la continuité gouvernementale, et puis bah, l'Union soviétique, elle va exploser, et puis voilà, chaque république va faire sa vie, etc., etc. Certes, mais c'est vrai que ce modèle-là, il n'est pas réplicable ici. Il pourrait l'être potentiellement, c'est bien qu'il y a des tendances chez les Baloutches, etc., chez les Kurdes, voilà, à prendre éventuellement de la distance par rapport au centre. Mais en l'occurrence, ben, ça risque de faire glisser vers autre chose qu'un éclatement de l'Union soviétique. Ça risque de faire glisser vers des logiques de guerre civile, etc. Et là, bah, évidemment, la puissance aérienne, elle peut quelque part, elle peut pas grand-chose. Donc c'est effectivement cette vieille question de l'hubris. Savoir où frapper, savoir comment frapper, c'est évidemment intéressant, mais ça ne sert à rien s'il n'y a pas un vrai projet stratégique derrière. Et au contraire, ça devient même contre-productif quelque part. Et donc là, effectivement, bah, si on se disait, bah voilà, faut faire reculer le programme nucléaire iranien de quelques années parce qu'on va cibler un certain nombre de personnels, un certain nombre d'installations, et puis bah, voilà, le temps de rattraper, bah, ça offre un temps de négociation. Alors, pourquoi pas? Ça peut être une vision particulière. Maintenant, s'il y a un glissement vers un changement de régime, ça exige évidemment une vision stratégique, ça exige des interlocuteurs, ça exige la prise en compte de la population. La puissance aérienne, elle peut intervenir finalement comme un catalyseur pour des populations qui auraient vraiment envie de se soulever. Mais est-ce que la population iranienne a vraiment envie de se soulever? Est-ce qu'elle a envie de faire la révolution? Voilà, moi je suis pas spécialiste de la sociologie iranienne, mais je suis pas complètement persuadé. On n'a pas des manifestations dans les rues, etc. Ce qui va être intéressant à regarder, peut-être, c'est dans les prochaines semaines, au fur et à mesure de la dégradation de l'appareil sécuritaire iranien, est-ce que la population commence à prendre ses aises quelque part? Est-ce qu'elle commence à s'épanouir un petit peu dans ses revendications? Et est-ce qu'elle est de nature à ce moment-là pouvoir faire changer les choses? Alors là, peut-être que la puissance aérienne pourrait apporter une aide, et encore, ce ne sera même pas 100% de ce qu'il faudrait à cette population, si vous voulez, pour dégager le régime. Mais escompter que simplement avec la puissance aérienne, on élimine quelque part le grand chef et que du coup le problème il est réglé, non. Non, on a suffisamment de capacités que pour savoir que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Se pose la question dès lors de la suite et des moyens de rétorsion, des moyens de représailles pour l'Iran. Alors ils ont déjà fait un certain nombre de salves de missiles balistiques, évidemment depuis le 12 juin, mais plus encore depuis l'attaque américaine, encore qu'elles sont pas énormes ces salves, il y en a 2, 3, 4, enfin je sais plus comment, j'ai pas tout à fait le compte exact à cette heure-ci, et entre l'enregistrement et la diffusion, il y en aura peut-être d'autres, de toute façon, qui sont pas extrêmement efficaces, notamment en raison des batteries THAAD que les Américains ont prêté aux Israéliens. Il y a la question du détroit d'Ormuz, évidemment, qui est quand même une voie centrale du pétrole mondial et que l'Iran peut contrôler, ou en tout cas peut bloquer assez facilement. Après, il faut voir s'ils peuvent le faire, enfin s'ils veulent le faire, si le jeu en vaut la chandelle politiquement. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez des options qui sont sur la table pour un régime iranien qui est déséquilibré, désorganisé, ça c'est manifeste, mais en même temps qui ont, si tant qu'il n'y a pas de révolte populaire, qui ont un peu de temps pour eux aussi pour organiser leur réponse.
Oui, alors c'est une très bonne question. Moi, j'aurais d'abord tendance à dire que plus le temps passe, plus le régime iranien en fait peut se ressaisir, hein. Donc assurer une continuité organisationnelle, gouvernementale, etc., désigner des successeurs, si ce n'est déjà fait par ailleurs. Au-delà de ça, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est de voir l'ensemble de la séquence. C'est-à-dire que bah, depuis octobre 2023, hein, on a Israël qui s'est engagé finalement bah, à Gaza, hein, donc contre le Hamas, qui a fini par devenir finalement un proxy iranien, contre le Hezbollah, en réduisant très sensiblement finalement ses capacités, euh, en créant finalement des conditions tellement délicates pour le Hezbollah que ce dernier n'est plus capable de protéger le régime syrien qui finit par tomber. Et donc la ligne de communication finalement entre l'Iran et le Hezbollah, ben, elle est coupée. Elle l'est d'autant plus qu'un certain nombre de gens qui sont responsables des liaisons entre la force Al-Quds des gardiens de la Révolution, qui est un peu le bras extérieur des gardiens de la Révolution, ces gens donc, pardon, qui font la liaison avec le Hezbollah sont éliminés. Donc le Hezbollah ne peut plus grand-chose. Donc qu'est-ce qui reste? Alors il reste les outils. Donc tout le monde sait qu'il faut d'ailleurs ne jamais comment dirais-je, ne jamais les perdre, hein. Il faut toujours bien ranger ses outils. Et à côté de cela, elle est exécrable, mais je l'adore. Et à côté de cela, bien, on a des outils qui finalement n'ont pas véritablement tiré d'engins balistiques, alors qu'ils l'ont déjà fait il y a quelques mois, et qui n'ont pas fait ici dans ce contexte-ci. Donc qu'est-ce qu'il reste finalement à l'Iran, sachant que sa logique de proxy a quand même été très affaiblie, et lui reste ses capacités balistiques. Alors on voit que tous les jours, les Israéliens montrent des images de véhicules lanceurs qui sont détruits, etc. Pas complètement certain, évidemment, que les kilomètres de tunnels, là aussi on retrouve cette thématique des tunnels, des installations souterraines, où sont stockés ces missiles. On n'est pas complètement certain que toutes ces bases souterraines aient été effectivement détruites. C'est un premier aspect. Alors effectivement, bah, les Iraniens, ils ont intérêt non pas à sortir leurs véhicules en masse, mais plutôt à jouer la dispersion au maximum et ainsi de suite, et tenter finalement de confronter un système israélien qui a beaucoup souffert, aussi le système défensif, le système antibalistique israélien, simplement parce que depuis l'an dernier, hein, donc les deux séquences aérobalistiques qu'on a vues entre l'Iran et Israël, bah, il y a quand même pas mal de missiles qui ont été tirés. Alors, bah, certes, les usines produisent hein, les engins. Certes, les Américains ont ramené des THAAD pour assurer de la défense antibalistique, mais malgré tout, à un moment donné, la masse compte par rapport à ces systèmes-là. Donc ça, c'est un premier volet, finalement. qui là aussi pose la question de, ok, mais so what? On a vu que les engins iraniens ben, pouvaient effectivement passer, aller frapper la plupart du temps, finalement, des objectifs civils. Ouais, il y a un hôpital qui avait été touché. Bon, heureusement, en l'occurrence, une aile qui n'était pas trop pas utilisée manifestement. Euh, mais so what? Pour se placer dans une position de force négociatoire, peut-être, dire aux Israéliens, bah, écoutez, tant que vous continuez à nous taper, nous, on continuera à vous taper également. Et donc, bah, il y a qu'une seule solution pour que ça s'arrête, c'est qu'on en discute. Mais attention, nous n'abandonnerons pas, et ça, ils l'ont précisé très rapidement, notre programme nucléaire. Voilà. Et la deuxième option, qui est un petit peu l'option massue, si vous voulez, consisterait à opérer un blocus, à interdire le détroit d'Ormuz, bah, sachant que l'Iran, historiquement, bah, il a deux marines. Il y a la marine iranienne, il y a la marine en fait des gardiens de la révolution. Ces deux marines ensemble, elles ont pas mal de toutes petites unités, des Bogamars, des vedettes, etc., mais qui sont aptes à faire du minage. Les stocks de mines iraniens, c'est entre 2000 et 4000. Et sachant qu'en fait, il y a très très peu de capacité de déminage dans le Golfe. Les Saoudiens, ils ont peut-être un ou deux bâtiments dans le Golfe, très entraînés. Les Émiriens, ils ont une unité. Les Américains, au mieux, ils ont 4 vieux Avengers qui sont à Bahreïn. Les Britanniques, ils ont un Sundown, je pense, qui est à Bahreïn aussi. Donc ça fait pas BZF pour commencer à déminer. Surtout que pour déminer, ça implique de pas se faire tirer dessus, parce que le déminage étant une activité par nature dangereuse, ça se fait mieux de manière un peu tranquille. Donc ça impliquerait qu'il y ait déjà probablement soit des négociations, soit une campagne massive contre encore plus massive, si j'ose dire, contre les assets iraniens pour s'assurer qu'ils tirent pas, etc.
Les mines marines, le minage, encore plus le minage, mais aussi le déminage, étant par ailleurs quand même un grand oublié des forces contemporaines. Peut-être qu'on en fera un jour une émission, mais c'est quand même une des capacités qui sont très 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 oubliées, à part par les Chinois. Oui. Mais c'est quand même c'est vraiment une case manquante dans la plupart des arsenaux des forces occidentales et alliées. Et, et donc, pardon, si les Iraniens commencent à jouer à ça, en l'occurrence, c'est un secteur où on n'a pas forcément énormément de munitions de notre côté. Exactement. Et à côté de cela, bah, même si les Israéliens ont la supériorité aérienne, hein, il y a plus grand-chose qui vole en Iran aujourd'hui à part des appareils israéliens ou américains. Au-delà de ça, les Iraniens ont eux-mêmes un certain nombre de batteries côtières hein, installées sur des camions avec des missiles anti-navires, etc. Et donc, il n'est pas complètement impossible, vu les distances qui sont relativement courtes, bah, de voir ces fameux démineurs se faire cibler par des missiles. Hein. Ce qu'on a vu aussi, Après, c'est... le problème, là, c'est un problème évidemment politique, qui est que s'ils font ça, ils vont se cogner aussi les Chinois, c'est-à-dire, personne ne va être très content que le détroit d'Ormuz soit fermé, et les Iraniens n'étant pas, par ailleurs, ne regorgeons pas, disons, d'alliés ni d'amis en ce moment, est-ce que c'est bien malin pour eux de se fâcher les Chinois en plus de tous les autres? Alors, il y a une question subsidiaire qui est, bon, certes, fâcher beaucoup de gens, ça paraît évident, à commencer par les États du Golfe, etc., mais qui interviendra? Et donc, est-ce que ce n'est pas aussi une manière finalement de prendre en otage une zone qui est stratégique bah, pour plein de gens finalement, hein, pour les États du Golfe, pour le Japon, pour l'Union européenne, pour les Indiens, enfin pour un grand nombre de pays. Est-ce que c'est pas une manière aussi de dire, bah, écoutez, il y a pas de souci, on vous promet de réouvrir et de sécuriser le passage à partir du moment où vous ferez pression sur Israël, etc. Et un petit peu finalement, à l'instar de ce qu'on a pu observer au cours du premier choc pétrolier en 73, où finalement on a des États producteurs de pétrole, de l'OPEP, etc. Qui disent, bah voilà, si les Israéliens n'arrêtent pas tout de suite leurs opérations, hein, voilà, s'ils n'arrêtent pas de foncer vers le Caire et de détruire la troisième armée égyptienne, bah nous, bah on va continuer à fermer les robinets. Donc maintenant, vous, les autres, hein, les Européens, les Américains, faites donc pression sur Israël pour qu'il arrête les bêtises. Voilà, donc on peut se demander s'il n'y aurait pas éventuellement un calcul dans ce genre-là, parce qu'il est évident que ça va fâcher évidemment beaucoup de gens, mais est-ce que la marine saoudienne, est-ce que la marine, la force aérienne saoudienne, la force aérienne qatari, l'émirienne, etc., commenceraient à mener des opérations au-dessus de l'Iran, même en sachant qu'ils auraient une liberté d'action quand même considérable, bah, voilà, du fait du travail de contre-offensive aérienne menée par les Israéliens. Ça, c'est encore autre chose. Et sans parler des problèmes de coordination, des conflictions, etc., qui seraient assez complexes à régler. Donc à voir, mais effectivement, ce serait une option massue de la part de l'Iran qui jouerait quelque part là son va-tout finalement. À noter qu'ils ont déjà commencé à désorganiser un peu, puisque apparemment il y aurait du GPS jamming Ouais. dans la zone, donc des interférences avec la navigation GPS qui évidemment ne rend pas la navigation très simple dans la région, surtout quand c'est à moitié une zone de guerre. Voilà, il y a toujours des options. Il y a aussi les options plus indirectes, que ce soit par les outils, mais les outils, on a bien vu, en même temps peut-être qu'ils se réservent aussi, mais ils ont un agenda propre qui n'est pas forcément de rentrer dans une guerre aux côtés de l'Iran quand l'Iran est en train de se faire laminer d'un point de vue aérien. Voilà, comment dire, les outils se restreignent, la liste d'outils se restreint. Voilà, absolument. Mais en conservant, et finalement, c'est là aussi on a vu que la boîte à outils avait toute son utilité, en voyant finalement que l'intervention américaine contre les outils, bon, elle a été lancée, a duré 15 jours, 3 semaines, beaucoup de frappes, là aussi des missiles de croisière furtifs, etc., dont on se dit que c'était un petit peu du gaspillage de les utiliser dans un environnement qui n'était pas contesté. Où finalement, bah, les Houthis finissent par dire bon, ok, d'accord, on va restreindre nos attaques sur comment dirais-je, sur Bab el-Mandeb, sur le détroit de Bab el-Mandeb, sur la circulation maritime dans la zone. Maintenant, est-ce que les capacités des Houthis ont été suffisamment réduites que
pour éviter que pour interdire un nouveau retour à ces actions d'interdiction. J'en suis pas complètement persuadé. Là aussi, ce sont des gens qui ont historiquement été capables de protéger leurs dispositifs d'une manière extrêmement pertinente. Autant ils ont pu jouer, etc., sur le fait de faire perdre pas mal de force, mine de rien, aux États-Unis. Ils ont quand même perdu 9 drones, 9 Reapers. Voilà, plus 2 F-18 basculés d'un porte-avions, simplement parce que le porte-avions se faisait tirer dessus, qu'il y a une manœuvre évasive. Voilà, c'est quand même pas si mal que ça pour des gens qui opèrent depuis les montagnes. Et puis surtout, ce sont des gens qui sont capables de bien protéger leurs dispositifs et quelque part de cacher leur jeu. Donc l'un dans l'autre, entre la question de Bab el-Mandeb, la question du détroit d'Ormuz, ça fait peser quand même un certain nombre d'inconnus, sachant que là aussi, on aurait pu se dire à l'époque des outils qui bloquent finalement Bab el-Mandeb, qui interfèrent beaucoup avec la circulation maritime, on aurait pu se dire, bah tiens, l'Égypte qui vient de moderniser considérablement sa marine, justement pour protéger ces lignes de communication et ainsi de suite, on aurait pu se dire, tiens, les Égyptiens vont intervenir. Ils ne sont pas intervenus. En dépit justement de cette marine qu'ils avaient constituée à marche forcée. Et en dépit du fait que ces interruptions, ces réductions de trafic sur la mer Rouge ont eu un impact considérable en fait sur les rentrées même de l'État, simplement parce que les transits par le canal de Suez se sont réduits. Donc l'Iran n'est pas complètement n'est pas complètement dénué de moyens d'action. Alors effectivement, ça créerait finalement une tension mondiale assez considérable. Mais d'un autre côté, à partir du moment où vous sentez que votre régime est en danger, vous basculez finalement d'une opération défensive par rapport à quelqu'un qui essaie d'interférer avec votre programme nucléaire. Vous passez sur une logique de survie. Et donc là, ça devient une guerre finalement, ça devient une guerre de survie. Dans une guerre de survie, que se passe-t-il? On met beaucoup de moyens en œuvre. Donc à voir ce que ça peut donner, mais in fine, il n'est pas certain que l'action américaine ait été le mouvement le plus intelligent de cette guerre. Justement, c'est peut-être la dernière partie, c'est les options qui restent cette fois appelons ça, au bloc américano-israélien, puisque Donald Trump l'a beaucoup dit, mais qu'il faut absolument pas qu'ils répondent, parce que sinon ils vont voir ce qu'ils vont voir. À ce stade, se pose la question de ce qu'ils pourraient voir de plus, parce qu'ils ont lâché donc 12 GBU 57, ils ont d'autres types de GBU, dont la Moab, enfin bon, ils auraient des bombes plus grosses, c'est sûr, et puis il y a toujours du nucléaire tactique aussi qui est dans l'arsenal américain, enfin bon, ce serait quand même un autre univers dans lequel on entrerait, dans lequel personne n'a envie d'entrer, mais à vrai dire, il se pose quand même la question, tant qu'il n'y a pas de boots on the ground, qu'est-ce que peuvent faire? Alors oui, ils peuvent essayer de faire des parkings de certaines zones de l'Iran, mais à part ça, et d'ailleurs avec un succès qu'on a vu très limité, notamment dans les campagnes aériennes contre le Yémen, que ce soit la campagne américaine, avant ça il y avait la campagne saoudienne. Voilà, on touche encore aux limites, encore une fois, de l'air power, tant qu'il n'est pas doublé d'une présence à terre. Tout à fait. Et encore, quand bien même y aurait-il cette présence à terre... La présence à terre, je vais rappeler quand même que ce serait pas la même limonade que l'Irak, c'est un pays qui fait 2 fois la taille et qui n'a pas le même PIB aussi, et donc pas les mêmes moyens de défense et pas la même structure sociale aussi. Voilà, faut se lever tôt quand même. Déjà que l'Irak ça a marché d'une manière discutable, pour envahir l'Iran, il faudrait se lever très très tôt, quoi. Mais c'est toute la question, c'est que pulvériser une armée finalement, pas dire que pas dire que c'est facile. Dans le cas irakien, effectivement, en 3 semaines de temps, en 2003, ce qui restait de l'armée irakienne déjà dégradée en 91, etc., s'est fait éliminer, mais le gros problème n'était pas l'armée irakienne, c'est ce qu'il y avait après, et en particulier dès lors que les structures de contrôle social, la police, etc., avaient été démantelées par les Américains eux-mêmes, et ça avait posé problème. Ici, quand bien même on pourrait imaginer tout à coup un corps multinational, que sais-je, qui viendrait à se déployer pour ceci, cela, ok, mais encore une fois, la population suivrait-elle? Est-ce que l'opération en tant que telle ne va pas ranimer un certain nombre de sentiments pour le coup nationalistes? On parle de l'Iran, voilà, alors sans verser dans la géopolitique de comptoir, mais
voilà, l'Iran, il a quand même une culture stratégique qui lui est propre. Ils ont une conscience stratégique d'eux-mêmes qui est quand même assez importante, bon, en dépit des changements de régime, etc., etc. Ils se perçoivent toujours comme les héritiers des Perses. Et voilà, donc il y a quand même il y a quand même une densité stratégique quelque part. Il y a un terrain qui est beaucoup plus défavorable. Alors je sais que là aussi on tombe dans les travers du terrain légal, mais effectivement, la topographie, elle compte à un moment donné aussi, la démographie compte, plein de choses comptent. Quand bien même il y aurait des troupes au sol, effectivement, là, on est quand même parti pour quelque chose d'assez long, avec des questionnements liés effectivement à la population, liés au comportement des corps de sécurité militaires ou intérieurs. Hein, voilà, je voyais Reza Pahlavi, donc le fils du dernier Shah, voilà, qui exhortait les gens à se soulever, etc. Mais bah, les Iraniens nés en 1980 et après 1980 sont tout de même nombreux et n'ont jamais connu le régime du Shah. Ils peuvent tout à fait légitimement se demander d'où vient cette personne qui finalement n'a jamais connu l'Iran, qui se prévaut d'une légitimité qui remonte à avant leur naissance et qui a passé Notez toute bien sa que vie aux États-Unis. c'est peut-être encore la meilleure manière qu'il lui soit pas trop hostile, qu'il se souvienne pas de l'époque du Shah, parce que le Oui, souvenir du régime du Shah et de la répression et du contrôle social de l'époque n'a rien à envier l'appréciation que les Iraniens d'aujourd'hui peuvent adresser à la République islamique contemporaine. Enfin, je veux dire, le voilà, Shah est tombé pour une raison. voilà, le chat n'est pas tombé pour rien, effectivement, et tapis persan ou pas, comme on sait tous, les poils de chat sont toujours très embêtants sur les tapis. Et ils Euh, retombent pas toujours sur leurs pattes, contrairement à ce qu'on pense. et voilà, et n'ont pas toujours 9 vies non plus, malheureusement, et en l'occurrence, on peut s'interroger effectivement sur le souvenir que peut avoir la population. Quelle légitimité allègrerait-elle donc à cette personne qui a vécu toute sa vie aux États-Unis? Le Shah ou quelqu'un d'autre, ou d'une manière Oui, générale, c'est un peu la même chose que pour plein de pays où il y a eu des interventions occidentales. C'est quelle est l'alternative? L'alternative est-elle constituée? Et a-t-elle une légitimité? Et même dans les cas où on aurait pu penser que c'était le cas, confère la Syrie, la Libye, etc., ça n'empêche pas de descendre dans un chaos innommable après l'intervention. Donc c'est voilà, disons que les options de changement de régime sont quand même assez difficiles à envisager, et les options, pour le coup, militaires, sont aussi assez difficiles à envisager. C'est très difficile de monter encore à ce stade, aussi bien pour les États-Unis que pour Israël, quoi. oui, tout à fait. Et c'est là où on retrouve aussi cette question. Alors, on en a parlé pour la puissance aérienne. Hein, l'excellence tactique ne suffit pas à produire des résultats stratégiques optimaux. C'est un peu la même question par rapport au renseignement. On a vu que les Israéliens étaient très très forts dans le renseignement opérationnel pour savoir où se trouvait précisément telle personne, etc. Mais c'est pas parce qu'on a une très très bonne capacité de renseignement opérationnel qu'on a nécessairement l'intelligence politique pour le renseignement stratégico-politique. Et là se pose la question effectivement de là où en sont les Israéliens par rapport et les Américains par rapport à ça. Quelle est leur intelligence finalement du pays? Donc non pas des dispositifs militaires, des types de matériel à détruire, etc., mais finalement leur connaissance culturelle de la population. Et sans ça, sans cette gamme-là, finalement, du renseignement, eh bien, toute opération de ce type-là est plus ou moins condamnée. Tout simplement parce qu'on ne sait pas où on met les pieds. Et c'est évidemment problématique. Merci beaucoup, Joseph. Bon, pour cette émission qui était un peu plus longue que ce format qui est censé être court, mais en même temps, il y avait beaucoup de choses à dire. Et puis ça va bien pour une émission du mardi. On vous retrouve probablement dans 2 semaines. Merci beaucoup. Merci à vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Je pense que, parce que là, après cet enregistrement, je vais à La Haye pour le sommet de l'OTAN qui pourrait être mouvementé ou bien pas du tout. Personne ne sait à cette heure-ci. Et donc, dans la semaine, je pense que je sortirai quelques épisodes, au moins un, ça c'est sûr, vendredi, et peut-être d'autres épisodes sur et autour de ce sommet de l'OTAN à La Haye, où il y a quand même pas mal de monde et pas mal de choses à dire. Mais c'est pas encore extrêmement clair parce que rien n'est clair puisque y a Donald Trump et donc quand il y a Donald Trump, personne ne sait ce qui va se passer. Donc aussi bien on se fait une émission spéciale pour dire pourquoi les États-Unis sortent de l'OTAN, aussi bien il ne se passe rien du tout, ce qui est tout à fait possible aussi.
Dans tous les cas, c'était le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Julien et distribué par Binge Audio. Comme d'habitude, tous les remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube désormais. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.